y a tellement de personnes qui n'ont pas de place que si vous partez de vos places, je ne veux pas qu'après quelqu'un dise on n'a plus ma place. On va faire ceci. On a besoin de se détendre un peu si vous voulez. On va prendre 30 minutes de questions-réponses. Et pendant ce temps, ceux qui veulent se détendre peuvent aller rapidement et revenir. Comme ça, on va enchaîner la réunion, la finir d'un coup, un peu plus tôt. Et libérer tout le monde en même temps. Parce que je sens qu'on est disposé à recevoir. Est-ce que vous pensez que c'est une sage décision? Voilà. Comme ça, on va enchaîner d'un coup. Dans tous les cas, il nous reste 1h30 d'enseignement. Donc, et après ça, on pourra donc prendre encore les réponses. Et on va faire l'impactation. Je tiens à l'impactation. L'impactation, c'est des moments où vraiment sont relâchées certaines choses par chacune des personnes ici présentes pour permettre justement de sceller tout ce qui a été fait et que le but de la réunion est place dans ta vie et que tu partes avec quelque chose du ciel. Est-ce que ça va? Dieu vous bénisse. Donc, si tu as apporté ton offrande, tu l'apportes. Maintenant, si tu as une question à poser, on peut s'asseoir tous. Tu as une question à poser, tu peux te tenir debout. Alors maintenant, tu te tiens debout. On va venir vers toi avec un micro. Tu vas poser ta question. Entre-temps, ceux qui veulent se détendre, tu peux sortir. Pendant ce temps, ton voisin garde ta place. Il dit à ton voisin, garde ma place. J'arrive. Comme ça, quand tu reviens, ainsi de suite. OK? Voilà. Ils arrivent. Est-ce qu'on peut enlever la chair pour nous permettre de...
Ok, on va prendre quelques questions s'il y en a sur les enseignements qui ont été reçus. Et après, on va prendre 10 minutes générales pour chacun, tout le monde se lève, se détendre un tout petit peu. Et puis, on va continuer. Il faut que dans 30 minutes, on ait redémarré. Alors, s'il y a des personnes qui ont des questions, elles lèvent la main. On leur donne le micro, elles vont poser des questions. Ok, je vois. Ok, donc, vous vous présentez et puis vous posez votre question. Bonsoir à tous. Je suis Ramdé Michael. Je voudrais spécialement dire merci à Dieu parce que je suis heureux d'être ici. Je suis le révérend sur les réseaux sociaux. J'ai connu aujourd'hui Mme Jackson, mais je connais bien M. Cédric et M. Cadio. J'ai acheté leur formation. Je suis entrepreneur en e-commerce. J'aime beaucoup ce que le révérend fait. Je le suis depuis très longtemps. Je veux dire aujourd'hui que je suis fier d'avoir un pasteur comme le révérend Raoul Wafo. Je prends beaucoup de courage pour dire ce que j'ai à dire. J'ai une question à la fin. Donc, je suis fier d'avoir ce genre d'homme de Dieu en Côte d'Ivoire et de bénéficier de ses enseignements. Je les reçois comme un bon parfum. Et aujourd'hui, je suis très heureux de le voir en vrai. Je veux dire que je suis ses enseignements, je les mets en pratique. Je sais qu'on se verra certainement bientôt. Je serai à ses côtés en train de partager une formation. J'ai une question. Qu'est-ce qu'on peut offrir à un homme de Dieu qu'on admire beaucoup pour s'aimer dans sa vie quelque chose qu'il a besoin, quelque chose qui lui manque? C'est ma question. Alors, c'est une question assez difficile parce que ce que je veux dire, c'est qu'il faut apprendre à agir selon l'élan de son cœur. Moi, ce qui me touche dans la vie, ce n'est pas tant ce que je reçois, mais c'est la motivation et l'élan de la personne qui me donne ce que je reçois. Donc, c'est-à-dire, j'ai eu des personnes qui m'ont donné 5 000 francs pour lesquelles j'ai eu des larmes aux yeux, alors que j'ai reçu des personnes qui m'ont donné du milliard d'un coup. Donc, vous comprenez, ce n'est pas tant... Il faut faire ce que Dieu te met à cœur de faire librement, sans trop de peine en fait. Si tu me demandes à moi, je ne saurais même pas quoi te dire. Amen. Parce que je ne vais pas te mentir, je ne vais pas être orgueilleux. Je vais te dire simplement, j'ai l'impression qu'il ne me manque rien. Voilà donc. Et donc, ce dont j'ai besoin, c'est l'amour de mon semblable. C'est plus l'amour. Sentir aimer, sentir l'amour, dans le parfum d'amour que tu exprimes à mon égard. Là, ça me touche. Même le simple fait d'y penser, c'est ce qui a très touché de ton élan de cœur. Et que Dieu te bénisse abondamment. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je suis Koye Yves Roland Junior et j'ai 2 questions. Ma première question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut prendre un prêt pour investir, surtout dans la culture, dans le domaine champêtre? Dans le domaine champêtre. Si on peut prendre un prêt à la banque pour pouvoir faire un champ d'aubergine, un champ de courgettes et autres. Et ma deuxième question, c'est, d'abord, je suis diplômé de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, en option manutention portuaire. Et j'aimerais savoir, puisque dans la présentation, j'ai vu que vous êtes dans l'exportation, et j'aimerais savoir quelles étaient vos difficultés dans ce domaine, puisque j'ai moi-même l'intention de pouvoir m'y mettre, à ma propre charge en fait. D'accord. D'accord, merci beaucoup frère. Bon, je te voyais à l'écran mais je ne te vois pas donc. D'accord, ok. Alors, sur la question, est-ce qu'il faut prendre un prêt pour investir? Je vais répondre comme quelqu'un qui a été longtemps banquier.
il est très déconseillé de prendre un prêt pour faire le premier investissement. Parce que derrière le prêt, il faut la source du remboursement et il faut la garantie au cas où la source du remboursement fait défaut. Sachant que tu n'as pas encore démarré l'activité, la question évidente c'est quelle sera la source du remboursement en attendant que ton champ produise. Ça c'est la première grande question. Et deuxièmement, quelle serait la garantie du remboursement au cas où ta source fait défaut? Ça devient problématique. Okay? Donc, ce que moi je t'aurais recommandé, c'est si tu arrives à mettre en place un mécanisme dans lequel tu arrives à convaincre un individu ou une entreprise de payer d'avance la production que tu vas faire et de te donner cet argent, tu peux prendre cet argent pour faire l'investissement. Ou alors, si tu as déjà cette garantie, tu peux prendre ça comme une garantie pour le banquier. Et puis ensuite, est-ce que tu es salarié actuellement? Oui? Ok, donc si tu es salarié, ton salaire va servir de source de remboursement et la promesse d'achat va servir de garantie. Et là maintenant, le banquier pourra te prêter de l'argent. C'est bon? D'accord. Moi, je voudrais ajouter quelque chose de manière beaucoup plus ponctuelle et sur le volet entrepreneurial. Je pourrais dire qu'il n'est pas très conseillé de lever un business ou de prendre un prêt pour investir dans un business qu'on n'a pas encore débuté soi-même. Parce que derrière, il y a la face cachée de l'entrepreneuriat. Il y a des choses que vous ne savez pas. Peut-être que vous avez établi un business plan, vous avez pris le soin de vous renseigner chez des personnes additives qui ont des stratégies. Mais lorsque vous allez vous lancer, vous allez découvrir des choses qui ne sont pas écrites. Vous allez être en face des situations que vous n'avez pas espérées. Et vous ne pouvez pas vous permettre de faire face à ce genre de difficultés avec l'argent qui ne vous appartient pas. Il serait donc judicial ou bien judicieux de prendre le soin d'investir avec son propre argent et ensuite aller vers les banques pour venir en complémentarité ou pour faire accélérer un business que vous avez contrôlé déjà. Ça, c'est véritablement mon apport. Maintenant, en ce qui concerne les défis par rapport à l'exportation, c'est simple. Quand tu vas exporter, il est très important de déjà savoir quelle est la personne de l'autre côté qui reçoit les produits que tu exportes. À partir du moment où tu as déjà une personne qui reçoit tes produits à l'export, ça devient extrêmement facile. Donc, il n'y a vraiment pas de difficulté en tant que telle. La difficulté, c'est quand les personnes veulent exporter pour aller, par exemple, apporter un produit au Canada, aux États-Unis pour vendre alors qu'ils n'ont pas de preneur direct. Alors que dans notre cas, tout de ce qu'on exporte est déjà même acheté depuis le port d'Abidjan avant d'arriver. Donc, les difficultés ne sont vraiment pas rencontrées à ce niveau. Voilà. Et puis, il y a toutes les assurances qu'il faut s'il y a un problème. Donc, tout est vraiment bien couvert. OK. Je m'appelle Adam Guetta. Je rends grâce à Dieu pour la vie du révérend Wafo et pour tous les coachs ici présents. Ma question est de savoir, et à l'attention principalement du coach Vincent, vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'on crée une activité, il y a des préalables. Je voudrais savoir, par exemple, quelqu'un qui a mis en place un cabinet de formation qui est déjà en activité, qui veut faire de la formation. Il se trouve que par rapport à ce que vous avez dit de ne pas voler le temps de l'employeur, qu'est-ce qu'il doit faire de façon pratique pour que son cabinet puisse fonctionner, étant entendu que c'est en semaine que les entreprises sollicitent les formations pour les séminaires. Voilà ma question. Merci beaucoup. C'est une excellente question, mais j'ai besoin que tu ajoutes quelque chose. Qui est le formateur? C'est le créateur de l'entreprise, c'est lui-même. Ok, donc si tu es le créateur et si c'est toi en même temps qui es l'animateur des formations, ça va poser un problème. Tu ne peux pas réussir dans ce business en étant salarié. Ce qu'il faudra, c'est faire un rêve. Et dans ces rêves-là, si l'ange t'a dit, lâche la branche sur laquelle tu es pour développer ton cabinet, vas-y. Maintenant, si l'ange ne t'a pas encore dit de lâcher la branche sur laquelle tu es, tu dois accepter que, bien que tu sois le créateur du cabinet, ce soit quelqu'un d'autre qui soit le formateur. Donc, ce que tu vas faire de façon pratique, c'est de faire des annonces pour recruter un pool de formateurs compétents, expérimentés et qualifiés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu vas recruter une assistante formation.
qui va, elle, se charger de l'organisation pratique de la formation, s'assurer que les formateurs ne manquent de rien, s'assurer que tout le matériel est présent et que les formateurs soient contactés, qu'ils soient là, qu'ils puissent dispenser la formation. Et à la fin de la formation, elle va faire le compte rendu. Maintenant, toi, en tant que créateur de l'entreprise, à ta pause à midi, tu peux passer au lieu de la formation pour saluer. Le soir, à la clôture, tu peux passer pour dire merci. Si tu fais comme ça, ton cabinet va se développer jusqu'à ce que tu ressentes qu'il est temps pour toi de partir. Allô? Allô? J'ai une question par ici. Bonjour à tous, je suis Christian Seri, je suis agent immobilier à Dallas, dans l'État du Texas. Je suis entrepreneur, je suis cofondateur de l'événement qu'on appelle Business Apéro Christ. Donc voilà, je suis même à Abidjan pour cet événement-là. Donc je bénis Dieu pour ce moment où on parle de richesse et de foi. Donc, moi je suis dans l'immobilier et la question que je voulais poser c'est que est-ce qu'une vision peut se réviser? C'est-à-dire que la sœur Christelle qui nous disait qu'il fallait rêver grand, on a compris, il y a la vision, mais est-ce qu'une vision peut se réviser? Donc voilà. Et juste en passant, j'organise l'événement ce samedi, hein, c'est au Palm Club à 10h. Donc voilà. Juste, soit en passant. Oui. En fait, je suis de ceux qui pensent que ta vision reste ta vision. On peut changer de plan, on peut changer de méthode, mais on ne change pas véritablement sa vision. Elle peut grandir, elle peut évoluer, mais la changer, c'est une conviction, hein, mais la changer, voilà. En revanche, il y a des plans, il y a des méthodes qu'on met en place. Si un plan n'a pas marché, ne changez pas de vision, mais changez de plan, changez de méthode en fait. C'est ce que je dirais. Et Business Apéro Christ, bravo pour l'initiative, j'en ai entendu parler. Est-ce que la vision peut grandir? C'était ça la question? Est-ce qu'on peut réviser une vision? Réviser. Oui, on peut la réviser dans le sens de la faire révoluer en fait. C'est ça. Mais il y a des personnes qui vont me dire aujourd'hui j'ai telle vision, demain c'est une vision qui n'a rien à voir. Elle peut évoluer en incluant d'autres choses, en grandissant. Voilà, pour moi c'était un peu ça en fait. Pour ajouter à ce que dit Christelle, généralement Dieu vous donne un premier pan d'une vision pour tester votre fidélité. Vous alliez, quand vous êtes fidèle en certains paliers, vous vous rendez compte qu'il commence à avoir un élargissement. La vision s'étire. Dieu commence à vous montrer d'autres pans que vous n'avez pas révélés au départ, mais qui vont prendre ancrage sur la vision initiale. Donc c'est comme des branches qui vont sortir du même tronc, qui va aller à gauche, à droite, etc. Mais c'est la même vision qui commence à prendre, c'est la même vision qui va prendre certains développements. Donc quand tu es fidèle en peu, Dieu peut te confier encore davantage à cause de ta fidélité dans le peu qu'il t'a déjà donné. Donc il ne faut pas avoir peur d'ajouter à ce qu'on a cru que c'était le peu que Dieu nous demandait de faire au départ. Parce que Dieu va nous faire grandir, il va nous étirer, il va nous amener à des dimensions où on n'avait même pas rêvé au départ. C'est clair et net. Parce que souvent, on voit juste en noir et blanc, la réalisation est en couleur. Ah, vous n'avez pas suivi? Micro de l'autre côté, ok. Bon, celui qui a le micro va parler aussi en attendant qu'on arrive là-bas. Bonjour, homme de Dieu. Ok. Je remercie d'abord le bon Dieu d'avoir permis que je vous rencontre aujourd'hui. Je suis le frère Pindia Salé Séverin. Ma question, elle est beaucoup pratique. J'ai reçu une vision de faire la politique panafricaine. La politique panafricaine? Oui. Et dans la vision, c'est comme si je ne dois pas prendre l'argent de quelqu'un pour développer la vision panafricaine. Maintenant, je reçois que 30 000 francs par mois pour manger. Comment est-ce que je puisse me créer des sources de revenus afin de développer la vision panafricaine? Il est étudiant. Merci. Ah, écoutez, s'il vous plaît. D'accord. Actuellement, qu'est-ce que vous faites comme activité?
étudiant à l'INSAC. Très bien. Donc, en tant qu'étudiant à l'INSAC, donc c'est les gens qui sont talentueux. C'est quoi votre talent à l'INSAC? Bon, moi j'ai fait une filière, j'ai fait l'archivistique. L'archivistique. Oui, oui. Très bien. Ok, donc ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'archivistique, c'est la compréhension de comment est-ce qu'on va arriver à archiver tous les documents que nous avons. C'est en train d'évoluer. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les GED, gestion électronique de documents. Ce sont des métiers d'avenir parce que toutes les entreprises commencent à brasser beaucoup de documents et il faut pouvoir les gérer. Donc ça, la formation que tu es en train d'avoir va déboucher sur un emploi. L'emploi que tu vas avoir va déboucher sur un salaire. Le salaire, tu dois le diviser en 3. Une partie pour Dieu, une partie pour toi, tes besoins, tu dépenses tout, et une autre partie pour l'épargne, afin que cette épargne commence à générer des enfants. Et quand l'argent que tu as mis en épargne va générer des enfants, tu vas avoir la ressource nécessaire pour développer la vision panafricaine que tu as. Ok, merci. D'accord, je vais ajouter à ce que M. Vincent a dit, parce que j'étais étudiant quand j'ai lancé mon premier business, où j'ai pu acquérir mon premier million à 21 ans. Et il faut comprendre que lorsqu'on est étudiant, souvent on reste seulement dans ce qu'on est en train d'apprendre. Aujourd'hui, le monde a évolué. Vous pouvez viser grand, mais vous devez commencer petit. Et commencer petit, c'est déjà faire 3 choses. Soit chercher à lancer un business avec plusieurs façons de détecter le bon business, ou soit faire valoir vos compétences. Donc si par exemple, vous avez pu découvrir la chose pour laquelle vous êtes doué, peut-être vous êtes très bon photographe, vous avez vous êtes très pédagogue, donc vous pouvez partager des connaissances à des personnes. Vous avez par exemple, je ne sais pas, peut-être que vous avez un talent, vous pouvez monétiser ce talent-là, le temps que vous puissiez avoir un emploi qui sera une source de revenus complémentaire. Ou soit, si vous n'avez pas encore découvert le talent que vous avez, vous pouvez prendre le soin, premièrement, de regarder à l'extérieur du pays ou dans un autre environnement différent du vôtre, qu'est-ce que vous pouvez découvrir qui marche déjà là-bas, et donc l'envoyer ici à petite échelle en fonction de votre budget. Si vous avez encore plus de fonds, vous pouvez regarder par exemple, des concurrents, des business qui marchent et apporter un plus. Donc vous regardez qu'est-ce que vous pouvez apporter un plus à un certain business, mais il faudrait que vous ayez une source de revenus. Si vous avez dit au départ, vous n'avez pas envie de pouvoir avoir quelqu'un qui va vous financer, vous devez vous-même créer la richesse. C'est ce pourquoi nous sommes là. Et créer de la richesse, ça passe soit des compétences premièrement, ou soit des acquis. Donc vous avez des compétences, vous les monétisez, vous avez des acquis, vous les fructifiez, tout simplement. Bonjour, je me nomme M. Saïd Kessé. J'ai remarqué que dans cette séance de sommet, on a beaucoup parlé business, on a beaucoup parlé mindset et aussi on a beaucoup parlé spiritualité. Mais dans la plupart du temps, quand il y a ce genre de séance, on parle beaucoup de la dîme. Bon, je veux savoir, quel est l'avis du révérend concernant la dîme? Et puisque dans certains cas, on dit pour pouvoir prospérer par rapport à Malachi, il ne faut pas oublier la dîme. Puisque quand tu ne paies pas la dîme, ça peut te faire un blocage, ça peut te fermer les portes. Donc, puisque nous sommes dans un sommet de la richesse, en tout cas, beaucoup de pasteurs, d'hommes de Dieu mentionnent la dîme. Mais depuis ce matin jusqu'à cette heure, on n'a pas mentionné la dîme. Donc c'est par rapport à ça que j'interviens. Je vous remercie. En 1997, lors de c'était 97, oui, début 97, c'était la deuxième visitation que j'ai eue sur la richesse. Dieu m'a dit que la première raison de la pauvreté dans l'église, c'est l'enseignement sur la dîme. C'est la première raison de la pauvreté dans l'église. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que beaucoup de personnes pensent que comme elles ont donné la dîme à l'église, alors le lendemain, ils deviendront riches. Ce qui n'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Et donc, la dîme n'a jamais été la première loi de la prospérité selon Dieu. Jamais. Dans le deuxième enseignement, j'allais toucher ce point. La première loi de la prospérité, c'est le travail. La Bible dit même celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ce n'est pas la dîme, c'est le travail. Donc, on enseigne aux gens à donner 10%,
Mais on n'enseigne pas aux gens à gérer 90%. Donc ça fait que si tu donnes 10% et que tu ne sais pas gérer les 90%, comment tu vas faire? Tu ne t'en sors pas. Tu ne t'en sors pas. Et donc, les gens donnent parce qu'ils ont peur. Donc si je ne donne pas, Dieu, le diable va me frapper. La peur ne doit être pas la motivation pour laquelle on donne. On donne parce qu'on a une alliance. On donne parce qu'on aime. On donne parce qu'on est partenaire de Dieu. Et on se dit, on donne, on supporte l'œuvre de Dieu avec joie. Pas parce qu'on a peur que le diable va nous frapper. Non, 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 non. C'est pas pour ça. On donne parce qu'on l'aime. Parce qu'on a une alliance. On dit à Dieu, bénis-moi. Et en retour, je supporterai ton œuvre. Et on donne abondamment. Donc vraiment, c'est cette pensée qu'il faut avoir de la dîme. J'ai fait un enseignement où je présentais la dîme comme le noyau d'un avocat. Si tu manges un avocat avec son noyau, ça crée des indigestions parce que le noyau n'est pas fait pour être consommé. Un enfant de Dieu qui consomme son noyau, son fruit avec son noyau, aura des problèmes spirituels. Pas parce que le diable pourchasse, parce que c'est une loi. La dîme n'est pas faite pour être mangée, elle est faite pour être replantée, pour permettre à la faveur d'en haut de continuer de découler sur ta vie, parce que la bénédiction est d'abord spirituelle. Tu peux faire les mêmes efforts que quelqu'un d'autre et ne pas avoir les mêmes résultats, parce que derrière les efforts de l'un, il y a Dieu qui le soutient, et derrière les efforts de l'autre, il y a le diable qui le combat. Donc c'est ça. Il faut bien faire la part des choses. Donc il faut bien qu'on comprenne le rôle de la dîme. Il ne faut pas donner pour avoir peur, il faut donner avec joie et avec foi. J'entends aussi les gens dire, ouais, la dîme n'est plus biblique, on ne doit plus donner la dîme c'est la loi. Frère, quand vous étudiez la Bible, même Adam, il y a un fruit de l'arbre, on a dit tu ne mangeras pas. C'est un principe de Dieu, tout ce que tu récoltes là, il y a quelque chose que tu ne dois pas toucher. Voilà, donc quand tu manges un fruit, il y en aurait, tu ne touches pas. Abraham a donné la dîme avant la loi, et donc la loi est venue après qu'Abraham ait donné la dîme, donc la loi, même si elle a été abolie, elle n'a pas de pouvoir pour abolir ce qu'elle n'a pas initié. Ce n'est pas la loi qui a initié la dîme. Donc la loi abolie ne peut pas arrêter la dîme. Ok, donc que Dieu vous bénisse. Mais aimez donner à Dieu, hein? Aimez donner à Dieu. Aimez donner à Dieu. Aimez donner à Dieu. C'est très important. Aimez donner à Dieu. Très important. Bonjour révérend. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je me présente, je suis monsieur Alex Légré, technicien en bâtiment. Ma question, c'est vraiment de savoir, pour moi, c'est un cas vraiment très pratique. Je connais en fait une instabilité émotionnelle, ce qui fait que j'ai du mal en fait à commencer quelque chose et à terminer. Je prends très souvent de très bonnes initiatives, mais en cours de chemin, je finis par me lasser et puis je vois que j'arrive pas. Et ça fait que je touche à beaucoup de choses, mais ces choses n'aboutissent pas. Donc j'aimerais vraiment que vous puissiez m'aider à savoir comment est-ce que je peux avoir une certaine stabilité émotionnelle pour pouvoir aller au bout de ce que j'entreprends. Merci. Je ne pense même pas que ce soit émotionnel, c'est d'abord au niveau décisionnel. Écoute-moi bien, il est important que tu aies un mentor, quelqu'un à qui tu peux reporter, quelqu'un qui peut te suivre, avec quelqu'un qui peut te demander des comptes. Parce qu'il faut bien comprendre, quand on parle de l'entrepreneuriat, tout le monde n'a pas la capacité d'être son propre leader. Ça, c'est pas évident. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat va demander la loi du sacrifice, de la diligence. Quelqu'un qui est vraiment diligent, quelqu'un qui aussi qui sait ne pas abandonner, la résilience. Et ça, tu peux, si tu te rends compte que tu n'arrives pas seul, avoir un mentor à côté, à qui tu reportes tous les mois, qui peut te poser des questions. Où en es-tu? Le simple fait que quelqu'un te demandera où en es-tu, ça va te donner une impulsion pour ne pas t'arrêter. Parce que ce n'est pas évident d'être son propre patron. Ça, ce n'est pas évident. Vous allez vous rendre compte que le matin, vous levez, vous allez au travail parce qu'il y a quelqu'un qui va demander pourquoi tu es en retard. Si c'était toi-même qui allais aller à ton propre travail, si tu n'as pas appris à être à l'heure au travail d'autrui, ce sera difficile toi-même de monter une entreprise et d'être fidèle au travail. Donc être son propre patron, ce n'est pas évident. C'est pourquoi il est souvent Dieu te permet de d'abord travailler sous le leadership de ceux qui ont fait leur preuve et après, il te fait voler de tes propres ailes. Donc il faut avoir un mentor. C'est vraiment incontournable. Et donc à cette plateforme aussi, comme je partageais avec mes frères qui sont là, même s'ils m'appellent père, je considère qu'on est frères dans le Seigneur et qu'on marche ensemble, on est de la même espèce. Je vois la grâce de Dieu sur leur vie. Je disais qu'il faut aboutir à une académie où on encadre les gens.
de façon que nous ayons, nous, pas une banque islamique simplement, mais une banque avec pour but d'aider les enfants du royaume de Dieu à créer de la richesse. Qu'on aboutisse au fait que si on a un enfant de Dieu qui est sérieux, qu'on ait des leviers pour l'accompagner, pas simplement en donnant de l'argent, mais en le faisant encadrer par une académie qui va suivre, pour voir jusqu'où il va aller. L'une de nos grandes faiblesses, c'est que nous marchons seuls. On ne sait pas marcher ensemble. Ça, c'est une faiblesse du monde chrétien. Il est important qu'on se donne la main d'association et qu'on se fasse encadrer. Donc vous avez tous ces gens, il y a beaucoup d'autres profils, des personnes vers lesquelles vous pouvez aller et qui vont être des mentors sur vos vies. Ne s'acceptez surtout pas un coach qui n'a pas produit de résultats. N'acceptez pas ça. Voyez d'abord ce qu'il a fait lui-même et qui a réussi avant que lui-même il vous aide à réussir ce que vous êtes en train de vouloir faire. C'est important. Shalom, révérend. Je suis une prière-man. Ma question est la suivante. Monsieur Kadjo a dit qu'il faut épargner pour pouvoir faire des bébés. Et lui-même l'a signifié que c'est très difficile. Et aujourd'hui, personnellement, pour moi, c'est vraiment une grande difficulté. Surtout nous qui sommes soutenus les uns les autres. Vous qui avez pu épargner aujourd'hui, la servante a dit, il faut développer ton minds. Après tout ce développement de minds, on n'arrive pas à épargner. Vous qui arrivez à le faire, comment vous avez réussi et quelle est la stratégie pour qu'on puisse réussir? Merci infiniment. Laissez-moi répondre à ça. Laissez-moi répondre à ça parce que je suis parti de 15 000 francs de salaire par mois. Donc s'il y a une chose que je sais vraiment fortement, ça s'appelle la discipline financière. Si ma femme était là, elle vous parlerait un peu de cette discipline. La discipline financière, c'est vraiment l'une de mes armes fortes. Et quand vous allez comprendre ça, ça va vous permettre d'aller trop vite. Premièrement, celui qui gagne 100 doit se dire, je gagne 80. Ça s'appelle la discipline. Donc parce que dès que tu intègres que tu as gagné 100, tu ne n'épargneras jamais. Il faut tout de suite te dire, si j'ai 100 000 de salaire, que mon salaire c'est 80 000. Tu me diras, mais non, mais j'ai trop de besoins. Mais je te pose une question. Si on diminuait ton salaire à 80 000, est-ce que tu ne vivrais pas avec 80 000? Tu vivras avec 80 000. Donc, diminue ton salaire toi-même avant que la crise ne te frappe. Provoque une ramène, c'est très important. Toi-même. Toi-même. Réduis ton style de vie. Réduis ton style. Mieux vaut la douleur que produit la discipline présente que la souffrance que produit la souffrance future que produit l'indiscipline présente. Donc, si tu veux être heureux demain, souffre aujourd'hui. C'est le principe de la discipline pour l'épargne. Ne achète pas tout. Vous savez, moi j'ai vécu avec une veste, une chemise. Après j'ai eu 2 chemises. Je prêchais aujourd'hui. Je lève la chemise la nuit. Je sèche derrière le frigo ou je sèche en plein air. Je fais repasser. C'est le Mauritanien du coin. Le Malien. Je ramène à la maison. Je porte pour aller prêcher. Donc vous devez être discipliné. Vous devez être discipliné dans vos dépenses, dans votre gestion, la discipline. Et mettez toujours la part de Dieu de côté, même dans le peu que vous avez. Parce que c'est la garantie de son soutien pour vous permettre de passer à un autre palier. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas loin. Et apprenez, pour nous les Africains, à dire non à votre famille. Non, je vous dis la vérité. Apprenez à dire non. Je vous dis non. Le danger de ceux qui ont le don de libéralité, c'est que la libéralité rend pauvre quand elle n'est pas faite avec sagesse. Je reprends. La libéralité te rendra pauvre si elle n'est pas faite avec sagesse. Si tu donnes à toutes les personnes de ta famille qui viennent te demander, si toi ta tante qui vient te dire, est-ce que tu sais que ton cordon ombilical est atterré dans ma cour au village, il faut m'aider. Si tu réponds à toutes les sollicitations, tu ne seras jamais riche. À un certain moment, tu dois d'abord dire non, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Et demain, quand tu auras constitué la richesse, tu pourras aider, je te garantis, tout ton village. Donc il y a besoin de sagesse. C'est important. Bonsoir, cher serviteur de Dieu. Il nous reste 1 minute pour question-réponse. On aura encore 40 minutes après à la deuxième session. Je suis M. Guina Toussaint. Et 2 questions à poser. La première, c'est que j'ai des économies, mais j'ai un souci véritable d'épargne. Et j'ai un souci du moins véritable
d'investissement. Ah, le souci, c'est l'épargne ou c'est l'investissement? Non, ce n'est pas l'épargne, parce que moi, j'épargne bien et j'épargne pratiquement un tiers de mon salaire. Ah, c'est fort, bon, c'est bon. Un tiers de mon salaire. Et aujourd'hui, j'ai pu avoir une bonne ressource. Okay. Maintenant, c'est de pouvoir m'implémenter dans une activité. Investir dans une activité, et c'est là que se trouve, je peux dire, mon problème. Parce que je n'arrive pas à vraiment discerner ce dans quoi je veux investir cet argent. Ça, c'est la première question. La seconde, est-ce que j'ai besoin, ou bien je dois avoir nécessairement un mentor dans une activité X, l'a déjà fait, et que peut-être j'ai envie de faire cette activité-là, je dois forcément avoir un mentor pour pouvoir investir dans une activité quelconque. Merci. Je pense que tout à l'heure, Vincent a été tellement explicite et tellement pratique dans son enseignement. J'ai aimé quand il a dit, si tu as pris 20 ans pour épargner, 20 mois ou 20 ans, il faut prendre le même temps de réflexion pour pouvoir mettre cet argent sur le marché, parce que ce que le diable fait, il attend. Il attend, il va te présenter une opportunité qui va venir siphonner en une seule semaine tout ce que tu as épargné en 20 ans. Donc il faut être... Cependant, si tu as toujours peur, tu ne feras jamais rien. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi la capacité de prendre des risques, mais il faut pouvoir mesurer les risques que nous prenons. Et ce que je donne comme conseil, déjà il a donné une palette, il a une palette, il faut revoir une palette d'opportunités. C'est qu'il faut vraiment à cette étape ne pas te limiter au fait qu'on te redonne une réponse publique comme celle-là, retrouver la possibilité de rencontrer une de ces personnes que tu peux voir en privé, discuter avec elle de ton cas précis, vraiment de ton cas précis, parce qu'il s'agit de ta soeur et de ton sang, d'une partie de toi que tu vas risquer, s'il te plaît. Fais donc un effort, rencontre une de ces personnes en privé, parle avec elle, et même au besoin, demande à cette personne de t'accorder la faveur, de permettre que tu mettes de l'argent dans un domaine où ils ont déjà mis l'argent et qui marche et dont ils ont vu les résultats. C'est une faveur que les mentors peuvent faire à certaines personnes qu'ils protègent, mais qui ne feront pas à tout le monde. Donc Vincent est là, il a une palette d'opportunités, et ça dépend du niveau, du montant que tu as, qui peuvent aider. Et tous ici peuvent vous aider dans cette dynamique. Je ne peux pas vous donner une réponse figée par rapport à ça, parce que là, c'est ton argent qui est quand même en jeu. Tu as besoin de prendre beaucoup plus de précautions avant de l'investir. Ouais. Je voudrais apporter aussi un petit éclaircissement. Il faut comprendre que le thème investissement est très pratique. Je m'investis. Plusieurs personnes pensent que l'investissement, c'est le fait d'éjecter son argent dans une activité qui va multiplier. C'est un peu, en fait, ce sont les placements d'argent que les gens cherchent, en fait. Il faut comprendre que l'investissement veut dire vous vous investissez dans le projet dans lequel vous y mettez votre argent. Donc, si c'est un business, par exemple, que quelqu'un vous propose comme une opportunité, vous pouvez utiliser les 4 leviers que je donne. Je vais en donner 2, vu qu'on a terminé. Le premier levier, c'est de regarder si vous pouvez travailler ou avoir un angle d'insertion vous-même par rapport à ce que vous faites déjà. Si quelqu'un me dit d'investir, par exemple, dans l'aviculture, je vais regarder est-ce que ce que je fais actuellement me permet d'intervenir d'une certaine façon dans l'évolution du projet dans lequel il veut que j'investisse. Donc, si moi j'ai la capacité de vendre, par exemple, les poulets qui vont sortir de ma ferme, alors je peux y investir de l'argent parce que je peux intervenir d'une certaine façon dedans. Mais si je viens investir dans un projet dans lequel je n'ai aucune compétence, je n'ai aucune connaissance, c'est un très gros risque. Et comme papa a dit, il faut mesurer les risques en tenant compte du mot investissement qui dit je m'investis. Donc c'est ce que j'ai voulu mettre en additif. On reprend donc le prochain enseignement à 14h, on donne donc 10 minutes. Salut ton voisin, parce que demain tu auras besoin de lui. Il faut faire un selfie avec lui parce que tu ne le connais pas bien. En Saint-Germain, Dieu ne te met pas à côté de quelqu'un par hasard. C'est une rencontre de destinée. Il faut bien voir, s'il te plaît, salue bien tes voisins. Parce que la personne à côté peut être utile dans le futur. Demande-lui la permission de prendre peut-être même son numéro de téléphone, de rester en contact avec lui. Parce que la grâce qu'il a reçue ou qu'il recevra, elle va propulser sa vie à une autre dimension. Tu auras sûrement besoin de ton voisin demain. Amen. Amen, amen, amen. Donc on a 10 minutes. C'est bon.
Tout à l'heure, on va passer au milieu de vous. Je vous prie, ce n'est pas le moment d'essayer de nous rencontrer, de parler avec nous. Permettez seulement qu'on fasse un aller-retour dans les loges et qu'on revienne exactement dans 10 minutes pour recommencer dans 10 minutes exactement, nous recommençons. Donc s'il vous plaît, évitez, permettez qu'on aille rapidement et qu'on revienne. À la fin, on pourra avoir le temps d'avoir le contact. Merci beaucoup.